Pour cette journée, nous allons explorer les diverses approches qui permettent aux êtres humains d'aller mieux, en temps normal et en temps de maladie. Bienvenue à l'édition 2019 du congrès de l'IERPR. Je suis Stéphane Roger, votre hôte pour cette journée. Bienvenue aujourd'hui. Nous espérons que les présentations, les tables rondes, mais également tous les échanges que vous pouvez avoir durant cette journée contribueront à faire en sorte qu'on se sente tous et autour de nous, dans notre cercle, heureux de vivre et d'aider les autres à se guérir. Je vous souhaite une journée excellente, bienveillante et avec plein d'énergie et de bonheur. Merci. Merci, Paul. J'ai été médecin consultant à l'INSEP pendant pratiquement 40 ans et donc médecin olympique pendant 8 ans. Et ça, c'est une expérience très intéressante. L'homéopathie, elle peut être associée à n'importe quelle autre thérapeutique, ça c'est, on peut le dire, soit pour la compléter, soit pour la potentialiser, pour en diminuer les effets secondaires, mais aussi on peut l'utiliser toute seule, parce que moi j'ai toujours travaillé plutôt comme un médecin chinois que comme un médecin qui soigne des maladies. L'idéal, c'est d'entretenir les gens en bonne santé. Ça, c'est de la vraie médecine. Et quand on arrive à faire ça, c'est vraiment le bonheur intégral. J'avais un sportif qui était parti à Acapulco pendant que nous faisions la compétition à Mexico. Et il est revenu avec une brûlure du 1er degré sur la partie supérieure du corps, brûlure du 2e degré sur la partie inférieure. Les 2 jambes, ça n'était que 2 cloques. En 3 jours, il a été guéri. Mais complètement. Il n'a pas fait une croûte, il a fait sa compétition, il a été guéri, il a été champion du monde. C'est vous dire, donc, quand on connaît bien l'homéopathie, en s'appuyant sur le domaine médical, je savais qu'il risquait de faire des phlébites parce qu'il avait des varices, donc risque d'embolie pulmonaire. Je savais que comme il avait 34% de brûlure, il risquait donc de faire des problèmes rénaux, etc. Donc, je me suis appuyée sur la physiopathologie pour traiter ce patient, et 3 jours après, il était champion du monde. Yes, vive l'homéopathie. C'est quand même extraordinaire. Si on s'identifie à tous les films qu'on a dans la tête, si on croit voir la réalité, c'est comme si ce que nous étions s'identifiait juste aux portes. C'est-à-dire on habite en façade de notre maison. On ne va jamais dans la maison. On ne rentre jamais à l'intérieur de la maison qui est bien plus grande, beaucoup, beaucoup plus grande. Et pour entrer dans cette maison beaucoup plus grande, peut-être qu'il y a certaines conditions qui sont importantes. Et peut-être la première condition, c'est d'avoir des moments de silence. On sait que le silence, juste se mettre en silence régulièrement, on sait que ça baisse l'inflammation, augmente l'immunité, diminue le vieillissement. Enfin, il y a eu plein de recherches qui ont été faites. Être en silence, fermer les yeux, ça permet de voir l'énorme bruit que fait notre mental. Et ça permet aussi de prendre appui sur la vie elle-même, qui est silence et immobilité. Et peu à peu de discerner ce qui est de l'ordre de ce qui est toujours là et de ce qui bouge. Et ce qui bouge, ça va être quoi ? Ça va être les sensations, ça va être les émotions, ça va être les pensées, ça va être les croyances, toutes choses auxquelles on a l'habitude de s'identifier. C'est-à-dire on croit, moi je vais vous dire, oui, je crois que je suis un tel. Tout ça sont des choses qui bougent. Alors que ce qui regarde, la conscience elle-même, ne bouge pas. Il y a des êtres élémentaires, qui sont donc des êtres vivants, que simplement on ne voit pas, mais qui existent, et qui dans chacun de ces domaines, on a des noms qui sont connus. Il y a 100 ans, on les appelait gnomes, ondines, sylphes, salamandres. Aujourd'hui, on donne les mêmes noms, et on peut en donner d'autres. Les gnomes, c'est l'élémentaire. Nous, on marche sur la terre, on a besoin qu'elle soit solide. Eux, ils s'enfoncent. Ils passent à travers la terre. Pour rencontrer ces êtres, c'est l'intelligence du cœur. Ce n'est pas du tout notre intelligence avec notre intellect. Ce n'est pas celle de notre cerveau. C'est ce qui se passe avec nos cœurs.
Les ondines, le monde de l'eau, notion de pureté, elles sont un petit peu en souffrance sur notre planète. C'est pas facile de trouver une source absolument limpide. Et les nymphes, on les appelle plutôt pour les fleuves ou les rivières. Bien sûr, il y a des forces de guérison. Les êtres du vent. Alors là, il y a deux mondes. Celui des abeilles. Les sylphes sont aussi en lien avec les oiseaux. Spécialement, j'ai marqué les oiseaux migrateurs. Les êtres du feu. Alors le feu est dévastateur. On peut arriver à se servir des éléments, mais celui du feu, il faut faire attention. C'est beaucoup plus difficile à manier. Mais c'est avant tout aussi un agent de purification et de transformation. Tous ces mondes-là coopèrent les uns avec les autres. Et on a tout à gagner, nous, à réaliser que ces mondes existent et voir comment ils travaillent. Je ne travaille pas avec un catalogue de psychopathologie, c'est-à-dire un dépressif en fait ça, un pervers narcissique en fait ça, un borderline en fait ça, un malade en fait ça, etc., etc. Non, c'est à chaque fois quelque chose qui se passe dans l'ici et maintenant. Je pense que pour un thérapeute, c'est très facile de tomber dans le piège de vouloir du bien pour son patient. Mais en fait, ça ne marche jamais. On ne veut pas du bien pour son patient. On veut être là avec lui et lui, il fait tout le bien dont il a besoin. Judith, quel a été ton chemin pour arriver à l'hypnose et faire tiens, ça pourrait, j'ai envie de faire ça ou ça pourrait faire du bien à mes patients? C'est vrai qu'il y a comme un croisement entre le travail sur le corps en ostéopathie, qui est déjà une technique globale. Alors l'hypnose, ça ouvre un champ immense qui est à l'intérieur de la personne. Dans l'état d'hypnose, il y a une dissociation. La personne sait, elle a toujours une partie de son cerveau conscient qui sait qu'elle est là. Par contre, les perceptions, les sensations changent. Et il peut y avoir des émotions qui viennent. Alors là, je vais ramener au corps et on va essayer de transformer l'émotion, comme si l'émotion pouvait se dissocier du corps. Corinne, donc Corinne, praticienne shiatsu et mémoire cellulaire. Comment tu combines ça? Comment tu intègres ça à ta pratique? Je vais vous parler de deux grands sujets qui animent beaucoup ma pratique. Je m'occupe beaucoup de femmes enceintes, d'accompagnement de femmes enceintes, et aussi, et c'est ce dont on va parler, de jeunes adultes autistes. Et là, je vais vous évoquer le cas d'un jeune homme de 22 ans qu'on est venu me confier pour ce qui était très, très agité, etc. Et là, je travaille par le toucher. Je ressens les émotions. Alors, c'est un jeune homme qui n'est pas verbal, donc voilà, je ne peux pas me rattraper aux mots. Et d'ailleurs, ce n'est pas la meilleure des choses, bien souvent. Par contre, ce que j'ai ressenti très vite avec ce jeune homme, c'est que mes pensées intérieures pouvaient trouver un retour chez lui. C'est-à-dire que quand, en mémoire cellulaire, je vais tester une peur, je la sens, cette peur, je suis derrière lui, là, je suis derrière sa tête, il est allongé sur le dos devant moi. Je travaille sur une mémoire de peur, parce que je sais, ses parents me l'ont expliqué, il y a eu une maltraitance au niveau du primaire, de l'école primaire. Et là, tout à coup, je travaille, je sens la mémoire, j'en frissonne encore, là, je sens la mémoire se dissiper. Il ouvre les yeux et il me regarde. Et le message est tellement clair. Il y a un merci monumental qui arrive. Merci Corinne. Claire, je suis un béotien en naturopathie, donc raconte-moi comment ça fonctionne, parce que quand tu parles de ce rythme qui ne fonctionne, qui est plus ajusté, ça me parle et je pense qu'on est un certain nombre à le vivre. Maintenant, tu nous remets dans quel rythme et comment tu fais? Le rythme, par exemple, par rapport aux saisons. Là, on est dans une saison où, j'explique à beaucoup de mes clients qu'il faut consommer des fruits et légumes de saison, de culture biologique et de préférence cueillis à maturité aussi. Enfin, là, ça devient un peu plus difficile effectivement à trouver, mais il faut savoir que la valeur nutritionnelle des aliments, des fruits et légumes de saison, correspondent en fait à nos besoins physiologiques.
Maintenant, pour revenir au rythme aussi par rapport à nos rythmes de vie, de travail, j'ai parfois affaire à des personnes en clientèle qui travaillent beaucoup de nuit, que ce soit des infirmiers, des gens qui travaillent de nuit. Et on se rend compte qu'à terme, ils ont un décalage total. Il faut savoir qu'on ne sécrète pas les mêmes hormones dans la journée que dans la nuit. Donc il y a une dérégulation hormonale qui se crée et il faut pouvoir pallier à cela en apportant entre autres des nutriments ou des plantes. Alors Jean-Michel, tu es notre monsieur EFT du jour. Ça consiste en quoi l'EFT, parce que tout le monde ne connaît pas, et ensuite comment vous travaillez avec la médecine et avec la science pour comprendre l'EFT et continuer à avancer, parce qu'en fait c'est un peu lié avec sa naissance, si j'ai bien tout retenu. Oui, très bien. Bonjour à tous et à tous. Alors EFT, comme tu l'as dit, ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc en français technique de libération émotionnelle. Et c'est un des outils qui fait partie de la famille qui est apparue dans les années 90, qu'on appelle la psychologie énergétique. Ça regroupe des méthodes qui vont agir sur les méridiens, sur les chakras et ou sur le biochamp. Et en utilisant ces méthodes, on va venir changer les schémas dans la tête, dans le cerveau, les schémas neuronaux dont on parlait ce matin, et également déprogrammer somatiquement les cellules. C'est-à-dire qu'on va pouvoir arriver à ce qu'on appelle, depuis relativement peu de temps, la reconsolidation des mémoires par opposition à ce qu'on appelle l'extinction des symptômes. On a vraiment en main, c'est le cas de le dire, des outils extrêmement opérationnels. Dans la médecine sumérienne, il y a 3 critères de la santé. Le premier critère, et c'est là où commence toute thérapie, le patient doit énumérer à qui il ne peut pas pardonner. Souvent, c'est à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous pardonner un événement, une trahison, un mensonge, un faux pas, quelque chose qui nous ronge et que c'est la racine de toute maladie pour les peuples premiers. Deuxième critère, si je suis en bonne santé, c'est la gratitude. Je peux tout remercier, toutes les épreuves, parce que grâce à ces épreuves, j'ai pu quitter des vieilles peaux. Et déjà, si je remercie, je mobilise les énergies spirituelles, parce que les énergies psychiques, c'est râler, c'est être en colère, c'est être indigné. Comment à moi on a fait ça? Et puis aussi la frustration, la jalousie, etc. Le seul remède, je peux vraiment dire dans ma pratique personnelle et en tant que thérapeute, c'est de pouvoir faire un retournement, une métanoïa, c'est-à-dire tout ce que je croyais être mon entrave va devenir un cadeau. Et c'est déjà le deuxième point de la guérison. Et troisième, c'est la joie. Alors ça veut dire qu'on ne va pas mourir, mais heureusement, on va mourir, et on va continuer notre voyage. Mais on peut mourir peut-être avec le sourire sur les lèvres, c'est-à-dire apaisé, c'est-à-dire bénir tous ceux qui m'entourent et qui m'ont aidé. Et donc, je répète, le pardon, la gratitude et la joie. Ce sont les 3 critères de toutes ces médecines anciennes, ces médecines racines. Il n'y a pas un cancer du sein, il y a des centaines de cancers du sein différents. Et les traitements aujourd'hui, ils vont être de plus en plus ciblés. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas aller détruire la cellule comme on l'a fait jusqu'à maintenant, soit par chirurgie en la retirant tout simplement, on enlève la tumeur, soit par des chimiothérapies agressives qui vont détruire toutes les cellules, quel que soit leur profil. Et c'est ce qui va donner, ce que vous en avez entendu parler, les traitements dits personnalisés, parce que pour un même type de cancer, on va aller choisir des combinaisons différentes en fonction en fait
du code génomique de chaque cellule tumorale, de ce qui nous intéresse d'aller traiter, pour vraiment aller préserver le reste du corps. Donc c'est vraiment très important. L'amélioration de la qualité de vie et de garantir à chaque patient une meilleure expérience de son traitement, ça, je pense que vous êtes directement tous impliqués et que l'organisation qui doit être globale de la prise en charge des soins, qu'elle soit médicale ou de ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les soins de support ou des médecines douces comme vous le voulez, est extrêmement importante. Je vous remercie. Luc me disait la dernière fois, on a presque fait tout le tour de la recherche, de tout ça, du cancer du sein. Mais aujourd'hui, il y a une chose très importante, c'est l'humain. Ça, c'est venant vraiment d'un médecin, c'est énorme. Et c'est pour ça que cet institut est aussi fort, parce que c'est vraiment ça qu'il faut entendre. Parce que nous, en tant qu'énergéticiens, on va travailler sur la brûlure, sur le feu. On va travailler sur le foie par rapport à la chimio. On va travailler sur l'accompagnement. Si un patient a quelque chose de très très lourd à supporter, eh bien, il peut compter sur ou un énergéticien, ou compter sur un psychologue, ou compter sur tout. On a heureusement en France toute cette palette de thérapies qui peuvent vraiment aider. Et en même temps, le médecin, il va voir son patient, ben, finalement, qui supporte. Et ben, il va aller un peu plus loin. Et puis, il y aura une autre discussion parce qu'il y aura un partage. Alors, dans les années 90, les anthropologues ont créé l'anthropologie médicale. C'est assez récent, en fait. Cette anthropologie-là, elle vise tout particulièrement à redonner à l'humain la santé abîmée ou perdue en prenant en compte ses caractéristiques culturelles. Le constat, c'est que toutes les cultures attribuent à la lumière des qualités extra-ordinaires. Dans tous les textes anciens que j'ai étudiés, parce qu'on va en parler un tout petit peu aussi, eh bien, la lumière, vous voyez, rallonge l'espérance de vie, joue sur l'humeur, est très très bonne pour la vigilance, la mémoire, la division des cellules, le poids, et augmente de manière significative les performances cognitives. C'est que vous constaterez aussi que le mental humain sépare. Il y a la lumière artificielle et puis il y a la lumière spirituelle. Il y a des cultures dans lesquelles il n'y a pas de séparation entre la lumière naturelle artificielle et la lumière spirituelle. Mais nous sommes dans une culture séparatiste. Il y a la nature et il y a la culture. C'est-à-dire que dans cette société que je décris, l'humain est à côté de la nature. Et ça fait une très grande différence dans nos perceptions de l'existence des êtres, de la médecine, de la maladie, etc. Et c'est intéressant de savoir qu'on peut peut-être passer à un autre état de conscience qui est, finalement, on fait tous partie du même tout, on est absolument tous liés, et donc on verra les choses autrement. Du coup, la psy qui danse. Comment t'es passé de psy à psy qui danse? J'ai fait un état de mort imminente. J'étais déjà psy depuis des années. Je pensais vraiment tout savoir et tout avoir compris. J'ai les reins qui ont explosé. J'ai fait une septicémie, puis j'ai fait un voyage. Et dans ce voyage, il n'y a que l'amour qui m'a fait revenir, celui de mes enfants. Je pense que dans mon cœur, c'était l'amour le plus pur que j'avais. Et quand j'ai réintégré ce corps, c'était comme une chaussette trop étroite que j'ai détestée, mais si vous saviez comme j'étais en colère. Donc comme j'étais très en colère, eh bien, on a eu la bonne idée de me mettre de la musique. Et là, du fond, m'est revenu quelque chose qui venait de l'enfance, tout simplement parce que mes parents allaient au bal populaire. J'étais fille unique et ils m'emmenaient avec eux dans le couffin. Donc j'ai dansé avant de marcher, en fait. Ce qui fait que tout ça était dans ma mémoire la plus profonde. Et dans cette mémoire, qu'est-ce qu'il y avait? La joie de la petite fille. Il y avait aussi un moment où mes parents étaient heureux ensemble. Ça compte beaucoup. Et ce qui fait que je me suis dit que je ne pouvais plus être la même psy. Et là, j'ai mesuré à quel point la relation était, elle, la plus importante.
que dans cette relation s'animait quelque chose qui était au-delà de tous les outils du monde. J'appelle ça l'amour, la lumière, je ne sais pas, je le nomme avec mon cœur, et c'est resté. Donc Elisabeth Lavoie, c'est vraiment ce sur quoi tu travailles avec le chant postural. J'ai commencé par être musicienne, donc je suis née dans une famille de musiciens, donc j'ai eu un prix de flûte traversière au conservatoire. J'ai construit une pratique qui est personnelle, ce que j'ai appelé le chant postural, mais ça s'est fait petit à petit. En fait, j'ai commencé par enseigner le chant. Et petit à petit, en fait, tout ça s'est structuré. Et j'ai rencontré, bien évidemment, plein de gens qui m'ont soutenu, qui m'ont amené de la connaissance et des expériences aussi, qui m'ont permis, en fait, de travailler sur le système osseux. De plus en plus, ma spécialité, c'est de poser un son, c'est-à-dire c'est de poser une déflagration dans un bassin qui est en réception. Voilà. Et donc une cambrure physiologique. Et tant qu'on n'a pas ressenti cette cambrure physiologique dans son corps, on est à des lieux, on est à des années-lumière, pour parler de lumière, de la puissance d'un être humain physique incarné, quoi. Pour ceux et celles qui ne connaissent rien à l'aïkido, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, sachant que vous allez avoir à la fois une définition de ce qu'est l'aïkido et de ce qu'est l'aïkido vu par Philippe, qui a une vraie dimension spirituelle et énergétique. Donc, l'aïkido est un art martial japonais relativement récent. Il a été créé au début du premier tiers du XXe siècle par un maître japonais illuminé, dans le bon sens du terme. Et il a réussi à faire une synthèse de ces arts pour le transformer en une discipline qui n'a plus de martial que le nom, en fait. Et c'est devenu un art martial un peu comparable aux arts martiaux internes chinois, comme le Tai Chi Chuan, et donc non plus basé sur l'opposition, sur la force, sur le conflit, mais plutôt sur ce contact avec ce que les Chinois appellent le Chi, les Japonais le Ki, cette énergie universelle qui nous permet de vivre, de fonctionner. Et donc, au moyen de ces techniques de déplacement très précis, on arrive à se mettre en contact avec ce Ki et ainsi à pouvoir l'utiliser pour neutraliser un adversaire, un agresseur, mais sans lui faire mal, sans le blesser. Et donc, il n'y a plus ce rapport de force, de supérieur-inférieur. Les deux pratiquants sont à un pied d'égalité. Ça se fait au travers d'un entraînement très rigoureux. Il faut vraiment maîtriser parfaitement des techniques, des mouvements, des déplacements, des angles, pour arriver à atteindre ce stade de détachement. Quelle est la manière dont tu travailles ton art et qu'est-ce que ça transforme chez toi et chez ceux qui te lisent? On va dans l'écriture, c'est toujours comme ça que je l'ai conçu, on va dans l'écriture pour transformer quelque chose qui est là. Et j'avais eu la chance de rencontrer dans mon parcours 2 femmes qui m'ont éveillé à la question de guérison. C'est d'abord Marguerite Cardos, en 2010. Pour la première fois, quelqu'un me disait « Toi, je vais te guérir ». Alors, comme l'ont dit certains, effectivement, il s'agit d'appeler le guérisseur intérieur, mais vous savez, ce guérisseur intérieur, il est très assoupi. Il est en état de dormition profonde, et surtout dans une époque si douloureuse, je pense que le guérisseur, c'est la Belle au bois dormant. Et donc, il faut un appel profond, très fort, pour que s'enclenche en nous le projet de guérison. Et ce regard bleu, je vous assure, à partir de ce regard bleu, vous êtes appelé. Et quand vous montez la marche, la simple marche, c'est parti. Vous avez mobilisé en vous tout ce qui va vous permettre de vous grandir, d'éclore à une dimension nouvelle. Quelle est la couleur en fait de ton tai chi? À quoi ça ressemble quand on vient de voir? À chaque séance, je me disais, on va se préparer, peut-être on pourrait voir ça, l'ancrage, la fluidité, tout ça. Et en fait, je ne sais pas. Et donc, j'accueille ce qui arrive. Et puis, voilà, de fil en aiguille, le mouvement se fait. Et après, on retrouve ces règles
des règles très précises et une grande rigueur aussi, même si ce n'est pas japonais. Et ces règles sont utiles, en fait. Elles donnent un cadre qui permet de trouver cet alignement entre le talon. Il y a une importance sur les talons, sur les pieds. La dimension martiale dont tu as parlé, c'est un art martial. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus, justement, en quoi c'est un art martial? Donc il y a deux façons. Je veux me dégager d'une prise. Je pourrais faire ça. Il est beaucoup plus fort que moi, ça ne marchera pas bien. S'il me tire, je vais dans son sens. Et alors? Et ben on rigole. C'est une jolie manière de voir les choses. C'est-à-dire que l'attaquant se retrouve désarmé et effectivement, on a inversé le rapport de force. Voilà. Et surtout, on a évité de le rétablir. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans le tai chi. C'est une approche du réel différente. On enlève les filtres.